Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va commencer le chapitre 11b sur les espaces vectoriels de dimension finie. Donc jusqu'à présent on a vu 4 notions importantes que je vous conseille de revoir avant d'entamer ce chapitre, qui sont les notions de sous-espace vectoriel, sous-espace vectoriel supplémentaire, famille libre et famille génératrice. Dans ce chapitre, on va voir ce qu'est la dimension d'un espace vectoriel et voir que dans ce cas, en fait, pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, on peut aller un petit peu plus rapidement montrer l'une des deux conditions et une autre hypothèse plus simple. Pareil pour la notion de base, donc c'est un chapitre important parce qu'il permet d'aller beaucoup plus rapidement dans certains cas lorsqu'on est en dimension finie. Alors déjà justement, qu'est-ce que la dimension ? Avant d'introduire la définition exacte, je vais partir sur un exemple. Lorsqu'on est dans k puissance n, on a vu que on sait que k puissance n, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme A1, A2, etc., AN, où les AI ici sont des éléments de K. Et l'idée, la notion de dimension, ça va être quelque part, entre guillemets, le nombre de degrés de liberté qu'on peut avoir dans un espace. Donc ici, en fait, k puissance n, j'ai la première coordonnée, la deuxième coordonnée, et j'ai n coordonnées, en fait. Donc ici, on va voir dans la suite que la dimension de k puissance n, en tant que k espace vectoriel, ce sera petit n. Si je prends un autre exemple, donc lui, on verra k puissance n est de dimension n, je crois qu'on le réécrira dans la suite. Donc, je n'écris pas ici. K indice n de x, l'ensemble des polynômes de degré plus petit que n. C'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme A0 plus A1 grand X plus A2 x carré plus plus AN xn, où les AI sont des scalaires. Et ici, j'ai combien de degrés de liberté, ou on verra combien de coordonnées en fait, on appellera ça ici les coordonnées dans la base 1x, xn, eh bien j'en ai n plus 1. On va voir que la dimension de kn crochet x, ce sera n plus 1. Au niveau des matrices, si vous imaginez une matrice de taille n fois p, si vous avez compris un petit peu l'idée, la définition intuitive, pour l'instant c'est pas encore la vraie définition, mais l'intuition de ce qu'est une dimension, si je regarde les matrices de taille n fois p, il va y avoir combien de degrés de liberté, entre guillemets, autant que j'ai de coefficients dans ma matrice en fait. Et donc ici, on va en avoir n fois p. Et maintenant, si on veut formaliser un petit peu plus ça, avec la notion de base, justement, là on va utiliser les notions de base de famille génératrice notamment. Ici, en fait, dans ce cas-là, kn crochet x, c'est en fait le sous-espace vectoriel engendré par la famille 1x, x carré, etc., xn. Je peux aussi cette information-là, je peux aussi tout à fait la réécrire comme ça, avec la notion de sous-espace vectoriel engendré. Et ici, si je compte le nombre d'éléments dans cette famille-là, attention, c'est important ici, c'est je compte le nombre d'éléments, donc c'est-à-dire je regarde le cardinal de la famille ici, qui est une famille génératrice de kn de x. Eh bien, le nombre d'éléments ici, c'est n plus 1. Et en fait, la dimension d'un k espace vectoriel,
on va la définir comme étant le nombre d'éléments, donc le cardinal, d'une famille qui va constituer à la fois une famille génératrice et aussi une famille libre. Donc une base. Donc la dimension d'un K-espace vectoriel, on l'écrira dans la suite, ce sera le nombre d'éléments, le cardinal, d'une base. Alors vous voyez que dans cette notion, il y a un premier problème fondamental qui se pose. Là j'ai une base de Kn de x, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres bases. Et donc il va falloir montrer que quelle que soit la base que je prends dans mon espace vectoriel, toutes les bases elles vont avoir le même nombre d'éléments, le même cardinal. Et c'est ce cardinal commun à toutes les bases qu'on appellera la dimension de notre espace vectoriel. Et c'est pour prouver ça, c'est ce qu'on appellera du coup le théorème de la dimension. Mais avant d'y arriver, là j'ai parlé d'une famille génératrice, j'ai parlé du nombre d'éléments dans cette famille génératrice, et en fait ça va être ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension finie. Est-ce que vous avez des exemples en tête, des exemples de K-espace vectoriel pour lesquels on ne pourra pas trouver justement de famille génératrice ayant un nombre fini d'éléments? Alors justement, là ça tombe bien, je suis dans Kn de x, est-ce qu'on peut penser à un K-espace vectoriel pour lequel on n'est pas une famille génératrice de cardinal, enfin une famille génératrice finie? Et oui, j'imagine que vous avez la réponse, du moins je l'espère. Dans K crochet x, si j'impose pas la condition ici sur la puissance, comment est-ce que je peux engendrer K crochet x? Il faut que je prenne un x, x carré, xn, et en fait il faut que je prenne toutes les puissances. Et là, pour le coup, je ne peux pas m'arrêter à un moment donné. J'ai un nombre infini en fait d'éléments dans ma famille génératrice de K crochet x. Et donc, dans ce cas-là, on dira qu'on est en dimension infinie. Donc Kn crochet x est ce qu'on va appeler de dimension finie. Parce qu'il est engendré, généré par une famille ici qui a un nombre fini d'éléments. Et à l'inverse, K crochet x, lui ce serait le sous-espace vectoriel engendré par 1x, x carré, et je ne peux pas en garder un nombre fini, celui-là. Il est de dimension infini. D'autres exemples parce que là on a vu beaucoup ici avec Kn de x, avec l'ensemble des matrices, on a vu beaucoup d'exemples d'espaces vectoriels de dimension finie. Là j'ai qu'un seul exemple d'espace vectoriel de dimension infinie, mais il y en aurait bien d'autres, notamment avec les fonctions. L'ensemble des fonctions de R dans R, on ne peut pas l'écrire comme le sous-espace vectoriel engendré par un nombre fini de fonctions. Donc ici, Kn de x ou l'ensemble des fonctions aussi, ce sera de façon générale, même ce sera des espaces vectoriels de dimension infinie. Pareil, si je considère l'ensemble des fonctions continues de R dans R, ce sera aussi un espace vectoriel de dimension infinie. Voilà, et donc ça c'était pour les exemples. Maintenant je vais écrire quand même la définition formelle. Donc un K espace vectoriel grand E est dit de dimension finie lorsqu'il possède une famille génératrice finie. Fini, ça veut dire, je vais peut-être l'écrire en dessous ici,
Là, c'est avec un nombre fini d'éléments. Et donc, dans le cas contraire, on dit que E est de dimension infinie. Alors, là, il y a bien écrit famille génératrice. Au niveau de la définition de dimension finie, c'est on a une famille génératrice finie. Pour autant, tout à l'heure, je vous ai dit, la définition de ce qu'on appellera la dimension, ce sera le cardinal d'une famille qui est à la fois une famille génératrice et aussi une famille libre. Attention, il ne faudra pas confondre la notion ici de dimension finie. Je ne suis pas en train de donner la définition de ce que j'appelle la dimension d'un espace vectoriel. Là, je définis ce qu'est la dimension finie et ce qu'est la dimension infinie. C'est tout. Maintenant, pour définir justement ce qu'est la dimension, je vais avoir besoin de prouver que, en fait, quand on a une famille, à partir du moment où j'ai une famille génératrice avec un nombre fini d'éléments, au pire, je peux ôter certains éléments pour la transformer en une famille qui sera à la fois libre et génératrice et qui formera une base. Donc, petit b, théorème de la base incomplète et de la base extraite. Je vais commencer avec des exemples. K crochet 3 de x, je peux dire que c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1 x plus 2 x carré x carré plus x plus 2 et x au cube, par exemple. Ça, c'est vrai. N'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à 3, je peux bien l'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Maintenant, cette famille-là, c'est une famille génératrice de K indice 3 de crochet X, mais ce n'est pas une famille libre. Pourquoi ce n'est pas une famille libre? Ce polynôme-là, il s'écrit comme celui-ci plus celui-là. Donc j'ai une combinaison linéaire non triviale entre mes vecteurs. La famille, elle est clairement pas libre. Par contre, si j'ôte ce polynôme, j'obtiens une famille qui est toujours une famille génératrice de K3 crochet X et qui, en plus, est une famille libre. C'est une famille de polynômes non nuls à degré échelonné, donc c'est forcément une famille libre par une propriété qu'on a vue. Donc à ce moment-là, cette famille-là est une famille libre et génératrice, c'est une base de K3 crochet X. Et en fait, on va généraliser ça dans ce qu'on appelle le théorème de la base extraite, à savoir
À partir du moment où j'ai une famille génératrice de cardinal, une famille génératrice finie dans un cas espace vectoriel, je peux toujours lui ôter des éléments, donc considérer une sous-famille, qui sera une famille toujours génératrice, mais qui en plus sera libre et donc sera une base. Donc, théorème de la base extraite. Donc là, c'était juste un exemple. Je donnerai un autre exemple tout à l'heure pour l'autre théorème que je vais énoncer. Donc, je prends E un cas espace vectoriel de dimension finie. Et je prends G, c'est un G calligraphique, un G à bouclette, une famille génératrice de E. Une famille génératrice finie de E. Alors, il existe on va l'écrire comme ça, alors il existe une base B de E qui est une sous-famille de G. Autrement dit, à partir du moment où j'ai une famille génératrice dans mon espace vectoriel, quitte à lui ôter des éléments, je vais me retrouver avec une famille qui sera une base. Alors, ce théorème, théorème de la base extraite, et le théorème qu'on va énoncer dans la suite, sont deux théorèmes qui seront des conséquences d'un autre théorème un peu plus général. Donc, pour l'instant, j'écris pas encore la preuve tout de suite de ça. En fait, ce sera une conséquence d'un théorème que je vais écrire après. Mais je vais commencer par énoncer ce théorème-là parce que, en pratique, c'est souvent cette version-là qu'on utilise. Donc, j'ai commencé par écrire cette version-là. Preuve à venir. Et donc là, c'est si j'ai une famille génératrice, j'en extrais une base. Maintenant, on peut aussi voir le problème d'un autre point de vue. Je vais prendre un exemple. Si je prends le sous-espace vectoriel engendré par 1x plus x carré, alors cette famille-là, 1x plus x carré, elle n'est clairement pas une famille génératrice de K3 crochet x. Par contre, c'est une famille libre de K3 crochet x. Et ce que je peux faire, donc là je pars d'une famille libre, cette fois-ci, je peux lui ajouter des éléments pour former une famille qui sera à la fois libre et génératrice. Donc, si je rajoute, alors, qu'est-ce qui manque?
je peux rajouter par exemple x et x au cube. Si je rajoute ces deux vecteurs-là, là cette fois-ci, j'ai une famille qui est à la fois libre, famille de polynômes non nuls à degré échelonné, et génératrice de K3 crochet X. Donc cette famille-là est une base de K3 crochet X. Et donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté des vecteurs à la famille qui était là pour pouvoir construire une famille qui soit une base. Il est évident que pour pouvoir faire ça, la famille qui est là doit être libre. Sinon, j'ai aucune chance en lui rajoutant des vecteurs. Si la famille qui est là, elle est liée, je peux toujours lui rajouter tous les vecteurs que je veux. La famille qui sera là, elle sera liée aussi. Ça n'a aucune chance d'être une base de K3 crochet X. De même, tout à l'heure, dans le théorème de la base extraite, la famille de départ, il fallait qu'elle soit génératrice. Parce que si elle n'est pas génératrice et que je lui ôte des éléments, elle a encore moins de chances d'être génératrice. C'est pas possible que ce soit une base. Donc, théorème de la base extraite, je pars d'une famille génératrice, j'ai le droit d'ôter certains éléments pour en extraire ce qu'on appelle une base. Et là, théorème de la base incomplète. Donc toujours soit E un K-espace vectoriel de dimension finie. Et soit je vais utiliser un L calligraphique. Vous remarquez qu'en général, les lettres comme ça calligraphiques, je vais les utiliser pour les familles de vecteurs. Une base, ici, j'ai utilisé un B à bouclette, entre guillemets, un B calligraphique, et j'ai ici un G calligraphique pour ça, pour des familles de vecteurs de E. Donc ici, ça va être une famille libre. Alors, il existe, c'est un petit peu le même style de conclusion, alors il existe une base B de E qui est une surfamille de L. Voilà, et donc ces deux théorèmes sont des conséquences, donc sauter une ligne, on va dire, c'est plus la fin du théorème, c'est autre chose. Ces deux théorèmes sont des corollaires du théorème suivant. Et c'est celui-là, du coup, qu'on va prouver, ou tout du moins je vais donner l'idée de la preuve, et à partir de ça, les deux autres s'en déduiront facilement. Donc, théorème, soit E un K-espace vectoriel de dimension finie, soit, donc, s'il est de dimension finie, il admet au moins une famille génératrice finie, donc soit G, une famille génératrice finie de E, et je vais prendre aussi L, une famille libre qui va être une sous-famille de G.
soit L une famille libre de E qui est une sous-famille de G, c'est-à-dire, je vais l'écrire comme ça, tel que L est inclus dans G, entre parenthèses, L est une sous-famille de G. Alors, il existe une base B de E qui contient L, donc qui est une surfamille de L, et qui est une sous-famille de G. Alors, il existe une base B de E telle que B est une surfamille de L et une sous-famille de G. Et donc, on va d'abord prouver ce théorème-là. Alors, preuve du théorème, je vais plutôt donner l'idée de la preuve plutôt que la preuve en détail. Vous retrouvez la preuve détaillée, rédigée complètement dans le polycopier de cours. Donc, l'idée, donc là, on veut montrer l'existence de B. Donc, il suffit de trouver une famille qui convienne, une famille qui soit à la fois libre et génératrice, qui soit une surfamille de L et une sous-famille de G. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer toutes les familles qui contiennent L et qui sont incluses dans G. Donc, je considère toutes les familles qui sont comme ça. Parmi toutes ces familles-là, parce que là, vous imaginez, par exemple, L, c'est X1 jusqu'à... enfin, L, c'est la famille des XI, et puis G, c'est par exemple... Et G, ce serait par exemple la famille des XJ, avec I inclus dans J, vu que par hypothèse, L est une sous-famille de G. Maintenant, je vais considérer toutes les familles qui sont comprises entre L et G, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les familles de la forme F égale X K, pour K appartenant à petit k appartenant à grand K, où K est comme ça. Donc, toutes les familles qui sont des surfamilles de L et des sous-familles de G. Et parmi toutes ces familles-là, je vais me restreindre à celles qui sont des familles libres. Donc maintenant, je vais considérer que les familles libres qui sont des surfamilles de L, sous-familles de G. Alors, il y en a forcément au moins une. Il y a L, par exemple. Donc, il suffit de prendre K égale I, ça m'en donne au moins une. Donc, il y en a. Donc, je considère toutes les familles libres de cette forme-là. Et parmi toutes ces familles libres, j'en prends une qui a un nombre d'éléments maximal. C'est-à-dire que parmi toutes ces familles-là, toutes ces familles, elles ne peuvent pas avoir plus que le cardinal de J comme nombre d'éléments. Donc elles ont toutes un nombre fini d'éléments. Et parmi toutes ces familles qui ont un nombre, qui sont des familles libres de ce type-là, je prends celle, alors peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, mais j'en prends au moins une, qui a le cardinal le plus grand possible.
Et il se trouve que cette famille-là, elle est libre par hypothèse, parce que j'ai pris des familles qui étaient libres, et elle va être aussi génératrice. Alors, je vais l'écrire, c'est un petit peu plus détaillé dans le poly du cours. Ici, donc, on considère l'ensemble, je vais faire une phrase, l'ensemble, comment est-ce que je peux l'ensemble grand A des familles F de E vérifiant L inclus dans F inclus dans G et F est libre. Donc je considère l'ensemble de toutes ces familles là. Parmi toutes ces familles, il y en a forcément une qui a un nombre maximal d'éléments. On choisit B, une famille, donc une famille comme ça, 2A, ayant un nombre maximal d'éléments. En fait, ici, il faudrait considérer l'ensemble des indices, l'ensemble que j'avais appelé les ensembles K, l'ensemble que j'avais appelé K, l'ensemble des K compris entre I et J. L, j'avais écrit la famille des XI et ça, c'est la famille des XJ. Je considère l'ensemble des K qui vérifient ça et l'ensemble des... Donc ce serait par exemple X, l'ensemble des K tels qu'on est ça. Et ensuite, je considère l'ensemble des cardinaux de K où K appartient à X. Cet ensemble-là est un ensemble non vide majoré de n, donc il admet un plus grand élément et à l'aide de ce plus grand élément, je construis ma famille B qui est là. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Là, ici, c'est juste l'idée. Donc, cette famille de A ayant un nombre maximal d'éléments, elle est forcément libre par hypothèse. On a alors B est libre par hypothèse. Et pour montrer que la famille B est une famille génératrice de E, ce qu'on va faire, c'est il suffit de montrer que les éléments de G qui sont les éléments de E, pardon, qui sont dans G mais qui ne sont pas dans B, ils sont forcément combinaisons linéaires d'éléments de B. Donc, deux points. B est aussi génératrice de E. En effet, si je prends un élément X qui appartient à G, mais qui n'appartient pas à B, alors
la famille constituée, je vais l'écrire comme ça, c'est un petit peu mal écrit, mais ce serait plutôt concaténé, ce serait plutôt comme ça, mais là c'est que l'idée. La famille qui contient tous les éléments de B plus l'élément X qui est là, ça ne peut pas être une famille libre. Pourquoi? Si c'était une famille libre, elle aurait strictement plus d'éléments que la famille B. Et B, on a dit, c'était une famille de A ayant un nombre maximal d'éléments. Donc cette-ci ne peut pas être une famille libre, sinon ça contredirait cette propriété-là pour B. Donc c'est forcément une famille liée. Sinon, contradiction avec la définition de B. Donc cette famille est liée. Or, celle-ci est libre, on avait vu une petite propriété, qui est que si je rajoute un élément à une famille qui est libre, alors la famille est liée si et seulement si l'élément que je viens de rajouter est combinaison linéaire des éléments de B. Donc, X à partir sous-espace vectoriel engendré par B, car B est libre. C'est une petite proposition qu'on avait vue la semaine dernière. Et donc, n'importe quel autre vecteur de G, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des éléments de B. Du coup, le sous-espace vectoriel engendré par G est égal au sous-espace vectoriel engendré par B. Donc, E par hypothèse, c'était le sous-espace vectoriel engendré par G. G, c'était une famille génératrice de E. Et maintenant, tous les éléments de G, ils s'écrivent eux-mêmes comme combinaison linéaire des éléments de B. Du coup, E est engendré par la famille B. Donc voilà, on a une famille qui est à la fois libre et génératrice. Et à partir de là, on peut en déduire, donc ça prouve le théorème. À partir de là, on peut en déduire le théorème de la base extraite et le théorème de la base incomplète. Pour le théorème de la base extraite, si j'ai une famille génératrice, ben justement je peux en extraire une base, il suffit de montrer qu'il y a une famille libre qui est toujours une famille incluse dans G, je vais l'écrire après, mais par convention, la famille avec aucun élément, la famille l'ensemble vide, c'est toujours une famille libre de notre espace. Donc j'applique ce théorème-là avec L égale l'ensemble vide, et j'obtiens le théorème de la base extraite. Et pour le théorème de la base incomplète, j'applique encore ce théorème-là, mais donc pour le théorème de la base incomplète, j'ai une famille libre, et il faut que je trouve une famille génératrice qui contienne ma famille libre. Il suffit de prendre une famille génératrice auquel j'ajoute les éléments de L, et ça me permet d'appliquer ce théorème-là. Voilà. Donc, le théorème de la base extraite et le théorème de la base incomplète sont des corollaires immédiats de ce théorème. Et ce qui nous permet d'en conclure qu'il existe des bases lorsqu'on est en dimension finie. Donc, corollaire de ce qui précède,
soit espace vectoriel grand E de dimension finie admet une base finie et remarque, comme je l'ai dit précédemment, j'aurais peut-être dû le mentionner avant, la famille qui est l'ensemble vide est une famille libre. Ça, c'est toujours une famille libre. Si j'essaie de faire une combinaison linéaire d'éléments qu'il y a là, bah, de toute façon, il n'y a pas de combinaison linéaire des éléments qui sont là. Du coup, A implique B, on avait vu que par définition de quelque chose de la forme A implique B, c'était soit A est faux ou B est vrai. Donc, du coup, si A est faux, ben, c'est bien une famille libre. Donc la famille l'ensemble vide est une famille libre, et on a le sous-espace vectoriel engendré par la famille vide, c'est l'ensemble des sommes en fait où il n'y a pas d'éléments dans la somme, et c'était une convention, une somme vide, par définition c'est 0. Du coup, le sous-espace vectoriel engendré par l'ensemble vide, c'est le sous-espace vectoriel réduit à l'élément neutre. Et au passage, du coup, vous voyez que une base de ce sous-espace vectoriel-là, c'est l'ensemble vide.